Cette semaine, on comprend pas pourquoi ça nous dérange les hommes au foyer. On se demande si les femmes qui ont des réductions mammaires sont pas en train de se plier à un autre standard de beauté. Puis notre collègue Jean Bourbeau nous raconte la fois où il habitait dans une tente en dessous d'un viaduc pour la job. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab, la féministe frustrée du bureau. Puis moi, c'est Flo, la fille qui organise sa vie dans Excel. Là, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que Gab va me présenter un contenu qui a retenu son attention cette semaine. On va en jaser. Après, ça va être mon tour. Simple de même. Puis après, on invite notre collègue Jean à venir nous parler de son expérience. Vas-y donc, Gab. Ah! OK. Ben, Flo, connais-tu Levi Caroline et William Conrad? Vite de même, non. C'est un couple de Canadiens très populaire sur TikTok en ce moment et pour être honnête avec toi, je suis méga fan d'eux. Je suis obsédée. Levi est créatrice de contenu pour adultes. Son Ok. chum, William, 25 ans, est aussi créateur de contenu sur TikTok où il cuisine parce que c'est un stay-at-home boyfriend, donc un chum au foyer. OK, oui, je pense que je sais. Ouais, Je pense que je les ai vus tu vois, passer. c'est qui? Oui. Elle est rousse, lui, il est blond. Oui, oui. Pendant que sa blonde fait pas mal de cash sur OnlyFans, lui, il passe son temps à faire à manger, il fait du ménage et surtout, il s'occupe d'elle. Puis ce que je trouve intéressant et surtout ce qui me fascine avec leur dynamique, c'est pas tant l'aspect financier donc qu'elle le fait vivre, c'est plus le fait qu'il challenge les rôles traditionnels du schéma hétéronormatif dans tous les sens du terme, puis qu'il semble heureux là-dedans. Ouais, ça choque les gens, ça. Ça choque les gens. Puis surtout, c'est leur dynamique, c'est que non seulement William, c'est un chum au foyer, mais il est vraiment au service de sa blonde. Donc, il va comme, il tenir les cheveux pendant qu'elle mange, pour pas qu'elle les accroche dans sa soupe, il met ses chaussures, il la complimente. C'est comme une tradwife un peu. Il lui prépare beaucoup des repas aussi, non? Il fait la bouffe pour elle. Il fait la bouffe pour elle. C'est Puis- cute. C'est cute, mais ça semble, tu sais, pas égalitaire quand on regarde ça comme C'est ça. vrai. Mais au Québec, en moyenne, les femmes passent environ 2,4 heures par jour à faire des tâches domestiques comparativement à 1,8 heures par jour pour les hommes. Mhm. Fait que c'est vraiment un renversement là, des Ouais. codes qu'on connaît. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça que c'est encore plus dérangeant de voir pour les gens que des hommes peuvent s'accomplir dans ce genre de dynamique-là, comme chum au foyer, mais aussi comme gars au service de sa blonde. Ouais, lui, il est complètement assumé, là. Il adore ça. Il est Ouais, bien ouais. là-dedans. Il est comme ça un peu dominant-dominé, Ouais. là, leur vibe. Puis ça apparaît dans les commentaires sur TikTok, il y a comme un mélange de gens qui se disent mal à l'aise avec cette dynamique-là, mais il y a aussi beaucoup de filles puis de femmes qui vont se dire « Wow, merci, j'adore, c'est tellement rafraîchissant de voir votre dynamique. Moi aussi, je veux un chum de même. » Puis moi, ce que je me demande en fait, c'est qu'est-ce qui dérange ou qu'est-ce qui inspire les gens là-dedans? Est-ce que c'est l'espèce de dynamique de service ou est-ce que c'est comme la charge mentale porn? Tu sais, pour les filles qui ont un chum qui se ramasse pas, mettons. Ah oui, c'est vrai que c'est tellement satisfaisant à regarder. Tu te dis, waouh, ça se peut, ça existe. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est possible. Ben, mais fait que toi, t'es connais? Moi, je les connais. Ben, je suis très fan aussi. Puis, honnêtement, moi, je me suis demandé, quand j'ai consulté leur contenu, si, quelle était leur orientation sexuelle. Je sais pas, des fois, je me demande, parce que, tu sais, bon, ils sont dans une relation hétéro, mais Ouais. peut-être qu'ils sont bi, pan, on sait pas. Puis, je sais que ce gars-là, souvent, il se fait demander s'il est, genre, bi ou pan, justement, parce qu'il y a des comportements qu'on associe plus à l'homosexualité, des fois. Oui, les gens, ils trouvent ça vraiment challengeant. J'ai l'impression de Mhm. penser qu'un gars hétéro, ben, dit hétéro, je crois, peut comme être satisfait de justement Ouais. faire du ménage, Ouais. se faire vivre par sa blonde. Ouais. Puis, tu sais, il y a l'aspect aussi que je trouve vraiment intéressant, que je pense que les gens ne soulèvent pas toujours, mais c'est le fait que elle, Levi, gagne sa vie avec le travail du sexe, Mhm. mais avec le travail du sexe sur OnlyFans, donc elle est entrepreneur, elle Ouais. gère son propre contenu. Je pense que ça rend les gens mal à l'aise aussi. Ouais. Le fait que ce soit une fille qui honte sa sexualité, puis que son chum soit très à l'aise avec ça. Mhm. Tous nos standards sont comme renversés, on dirait. Oui, c'est qu'il renverse tous les standards, comme du ménage à la dynamique habituelle hétérosexuelle, puis, ben, la promotion de la sexualité Oui, ou oui. une femme qui honte sa sexualité. Ben, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai l'impression que ce qui nous choque des fois là-dedans, c'est pas nécessairement l'inverse, tu sais, le renversement de ça, mais plus l'espèce de chaos que ça incite un peu, dans le sens que, comme tous les débats sur l'identité de genre et sexuelle, l'inconfort de beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas nécessairement, justement, d'inverser les rôles, mais plus de pas considérer les genres de façon générale. Fait que c'est comme s'il y avait quelque chose de chaotique qui nous stresse là-dedans, parce qu'on rentre plus dans des cases, là. Oui, tu sais. c'est ça. On peut pas juste se dire, ah ben ça, c'est mon rôle, je m'en tiens à ça. C'est comme, ah ben tout est possible. C'est un peu stressant. Oui, je pense que c'est ça. C'est l'anxiété de la possibilité. Oui. Mais moi, j'avais une question plus personnelle, Gab. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que je dévoile ton orientation sexuelle? Mon Dieu, évidemment, Florence. C'est parce que je me demandais, tu sais, dans les couples lesbiens, par exemple, ou Ouais. gays,
2 hommes, est-ce que souvent, il y a une des 2 personnes qui incarne le top et la personne, mettons, dominée, ou la femme et la masque? Ouais. Puis je me demandais si, parce que je sais que dans ta relation, il y a un peu cette dynamique-là où il y a une femme et il y a une masque. Oui, c'est vrai. Je me demandais si tu sentais que des fois, les codes hétéros Oui. s'invitent un peu dans votre dynamique, puis Oui. sont répliqués dans un couple lesbien. Je pense que oui, puis je pense que des fois, quand tu as des valeurs féministes, ça peut être challengeant de reproduire ces codes-là, même si tu es en dehors d'une relation hétérosexuelle, d'avoir quelqu'un qui est plus masque puis qui aime ça sortir les vidanges, puis avoir quelqu'un qui est plus femme puis qui aime ça faire à manger. Des fois, ça peut te challenger parce qu'au final, je reproduis des codes, mais je suis à l'aise dedans. Fait qu'au final, on peut tout déconstruire aussi. Même. C'est ça. C'est pas juste aux relations hétéro. Je pense que cette relation-là est inspirante et dérangeante. Parce que ça s'applique à pas juste aux relations... Oui, aux relations hétéro, mais moi, ça me fait réfléchir sur mes relations, sur mes ambitions. Puis peut-être que toi aussi. Tout à fait. Est-ce que je peux te parler de mon sujet? Ben, c'est ton tour. OK, Gab, cette semaine, le contenu qui a retenu mon attention, moi, c'est un article du New York Times intitulé « Le pouvoir des petits tetons ». Je sais pas toi, mais moi, quand on m'a dit chirurgie esthétique, je pense au sein d'Hélène Boudreau un peu. Mais là, c'est plus ça la mode. Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM? Ouais. Okay. Les courbes et le volume, c'est out. Ce qui est à la mode maintenant, c'est d'être svelte, ferme, plus à la Charlotte Cardin. Ça fait que, oui, la chirurgie qui connaît une montée en popularité, c'est la réduction mammaire. D'ailleurs, on en parlait tantôt, Alicia Moffett et Gloria Bella sont 2 influenceuses québécoises qui ont eu recours à cette chirurgie-là dans les dernières années. Elles en ont beaucoup parlé sur leur plateforme, puis ça fait jaser pas mal. Au Québec, il y a genre 8000 augmentations mammaires par année. Là, j'ai pas réussi à trouver le nombre exact de réduction mammaire dans la province, mais il y a comme une réduction pour 4 augmentations aux États-Unis. Fait qu'on pourrait dire qu'il y a comme 2000 réductions mammaires par année au Québec. Aux États-Unis, la procédure a augmenté de 64 depuis 2019, ce qui est quand même pas rien. Ah, c'est beaucoup. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est en augmentation particulièrement auprès des femmes en dessous de 30 ans, même de moins de 19 ans. Ce qui est vraiment très jeune là, pour avoir une intervention, une si grosse intervention. Mais au Québec, c'est pas couvert. Tu peux pas faire une demande pour... Si c'est médical, je pense que c'est couvert, oui. C'est ça, si maintenant ça te cause des graves maux de dos. Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que comme un peu n'importe quelle tendance qui concerne le corps des femmes, on dirait que je suis partagée en 2 takes sur la question parce que d'un côté, je me dis, ben, hey, les girls, faites donc ce que vous voulez avec votre corps. Puis comme tu dis, il y a bien des filles qui ont des réductions mammaires pour des raisons de santé parce qu'avoir des gros seins, ben, c'est dur sur le dos, sur le cou, ça peut causer des problèmes de mobilité aussi. Faut dire aussi qu'il y a une petite violence économique dans le fait d'avoir des gros seins parce que les vraies bonnes brassières taille plus, d'abord, elles sont fucking lettres. Et deuxièmement, elles coûtent fucking cher, genre des centaines de dollars. Oui, c'est cher, faut que tu les fasses venir de je sais pas où en ligne. C'est épouvantable, paraît-il. Puis il y en a d'autres qui le font, c'est juste parce qu'elles trouvent ça plus beau, une petite poitrine, puis ils ont bien le droit. C'est cosmétique, donc là, ça serait pas remboursé par le gouvernement. Ouais. Puis on sait que les gros seins, ben c'est sexualisé, souvent c'est associé à la maternité, au poids, même à la vieillesse. C'est étudié là, que les jeunes femmes qui ont des plus grosses poitrines, ils ont tendance à avoir une faible estime d'elles-mêmes, puis même à avoir des troubles alimentaires. Fait que si c'est pour se libérer de tout ça, mais je me dis, you go! Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a de quoi se demander si les petits seins qu'on appelle des fois les yoga boobs. J'ai jamais entendu parler de ça, j'adore. C'est pas juste un nouveau standard de beauté un petit peu impossible à atteindre. Parce qu'il faut dire qu'il y a 70% des femmes mondialement qui n'aiment pas la grosseur de leurs seins, ce qui est la majorité. La vaste majorité. Puis on s'entend que le nouveau sein parfait, ben oui, il est petit, mais il est sûrement aussi... Il y a un petit mamelon, idéalement, il pointe vers le haut, il est placé comme haut sur la poitrine. Oui, on veut pas juste une taille, on veut une forme. C'est ça, fait qu'il y a toujours de quoi à changer au final. Fait que je me dis, en attendant qu'on nous crisse la paix, on va peut-être se permettre d'espérer qu'il y a des femmes qui ont des réductions mammaires pour s'affranchir de l'impératif de la reproduction de la maternité. Il y a d'ailleurs une fille qui en témoigne dans l'article. Il faut savoir que se faire une réduction mammaire, ça vient aussi avec 3 fois moins de chances de pouvoir allaiter. Fait que tu prends un peu... mais les augmentations aussi, je crois. Je pense que dès que tu as un changement chirurgical à tes seins, après, l'allaitement peut être affecté. Voilà. Fait que c'est ça. C'est pas une petite intervention, ça a plein de répercussions. Puis, les jeunes femmes qui prennent ces décisions-là jeunes, ben, tu sais, on sait pas comment elles vont se sentir dans 10, 15, 20 ans. Font ce qu'elles veulent. Là. Bon, on dirait comme quand on parle des femmes qui veulent... pas avoir d'enfants, on veut pas qu'elles prennent cette décision-là trop jeune, mais bon, c'est leur choix. Ça pour dire que j'ai hâte que la mode soit au petit pénis pour qu'on puisse parler, avoir des débats enflammés sur le corps des hommes sur la place publique.
Ben, ça se remarque moins quand même, hein, dans le pantalon que Ouais. dans le chandail. là. Oui. Ben, je pense que... Est-ce que tu peut-être que l'article en parlait, mais peut-être que toi, tu y as pensé aussi, mais il y a aussi toute la tendance là, du Ozempic qui est revenu. Là, Oui, le oui, fait oui. que là, toutes les stars se mettent à perdre vraiment beaucoup de poids. Kim Kardashian a fait retirer son BBL, là, donc Oui. son 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 Brazilian big boy. butt lift. Tu sais, c'est la mode des corps vraiment curvy commence à Ouais. disparaître. Ouais. Puis là, on retourne vers quelque chose un peu plus années 2000, là, le Oui. corps plus à la Kate Moss ou comme tu Ouais. dis, Charlotte Cardin. Ouais. Je pense que c'est sûr que cette tendance-là s'inscrit là-dedans aussi, là, le fait Mhm. que là, c'est plus à la mode d'être super curvy. Non, là. c'est ça. On a comme passé Il y a un cette... nouveau corps, il y a quelque chose de nouveau, tu sais, ça change constamment. Là. Puis toutes ces nouvelles modes-là, on dirait qu'elles sont juste atteignables ou souvent à travers des chirurgies ou des interventions quelconques, dans le sens que si un standard ou une nouvelle mode est juste atteignable avec des interventions chirurgicales ou esthétiques, ben cosmétiques, est-ce que ça devrait vraiment être ça, le nouveau standard, tu sais? Oui, mais est-ce que ça, c'est une autre question que je me suis posée récemment, moi, c'est, je crois que j'ai tendance à juger les filles ou les femmes ou les personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Ouais. J'ai l'impression que je porte un jugement de valeur sur les personnes qui font ce choix-là. Surtout, mettons, les gens qui ont beaucoup de botox, beaucoup de fillers, je vais les juger. Mais ces personnes-là ont le droit de faire en même temps ce qu'elles veulent avec leur corps. Ouais. Pourquoi ça me dérange autant que des gens fassent des choix en lien avec leur corps quand moi, mettons, je suis pleine de tatous? Ben oui, c'est très confrontant, puis on dirait que ça polarise beaucoup. Soit t'es comme, ouais, you go, fais ce que tu veux, t'es libre de tes choix, ou soit tu trouves ça un peu dommage qu'on n'assume pas Oui, nos aime-toi petites comme t'es, imperfections on dit aux gens, naturelles, ouais. aimez-vous comme vous êtes, mais en Ouais. même temps... Ben, s'aimer comme on est, ça peut être avec ça une peut nouvelle être paire de seins, là. Ben, c'est ça. Tu sais? Je trouve que des fois, ça peut être peut-être antiféministe ou problématique de juger des gens qui vont avoir recours à la chirurgie parce qu'on trouve qu'elles devraient s'accepter comme elles le sont. C'est ça. Peut-être que ça devrait juste même pas être sujet à débat. Peut-être que c'est déplacé d'en parler aujourd'hui. Dans le sens où on a tout le temps des débats, je pense, sur les standards de beauté des femmes et ce qu'elles font pour les atteindre, mais on en a rarement sur les hommes, par exemple. Ça, c'est vrai. Mm. Hey, parlons de gars. C'est maintenant le temps où on invite un ou une de nos collègues de la salle de rédaction pour discuter de son travail. Ouais. Une demande de nos patrons, parce que si c'est juste de nous, on aurait fait ça à nous deux dans notre petite chambre d'écho. Yes, Malheureusement, il faut en sortir. C'est pas possible. Ouais, aujourd'hui, on invite Jean Bourbeau, notre collègue journaliste qui a récemment passé une semaine dans les campements itinérants un peu partout à Montréal. Puis là, Jean, il s'en vient avec Arrive à son beau outfit. Jean qui était à On va se le dire hier soir. Oui, c'est maintenant, il est chroniqueur télévisuel et podcasteur. Jean, bienvenue dans le nouveau balado Urbania. Merci, c'est gentil de me recevoir. Sur notre sofa. Pour les gens qui n'ont pas écouté là, ton reportage disponible sur notre micromag, peux-tu résumer brièvement c'est quoi? C'est une immersion de 7 nuits dans différents campements à Montréal. Donc, c'est un phénomène qui est visible, là, qui est difficile à ignorer aujourd'hui. On voit des tentes pousser un peu partout, comme je dis, que ce soit à Montréal, mais dans toutes les villes du Québec ou presque. Ouais. Donc, je pense que c'est un sujet qui divisait. J'entendais des opinions qui étaient pour, contre. Puis, j'en voyais un peu ici et là sur mon trajet quotidien. Puis, je me suis dit, je sais, ça pourrait être une bonne occasion de faire de l'immersion, puis de rentrer dans cet univers-là, puis d'essayer de mieux le comprendre. Donc, c'était pas ça la prémisse. Puis là, cette semaine, quand on jasait du balado qui s'en venait, puis du fait qu'on allait en discuter ensemble, tu nous as dit que ça te gossait les gens qui te demandaient c'était comment de faire l'itinérant. Pourquoi ça te dérangeait? Ben, je dirais plus que c'était comme un piège dans lequel je voulais pas tomber. C'était... Je pense que je voulais me concentrer sur les enjeux de campement, puis de logement, puis de cette précision-là au sein des grands enjeux montréalais. Puis, jouer à l'itinérance, c'était dans le fond, je voulais pas tomber là-dedans. Donc, tu sais, je me suis pas permis de manger la nourriture de celle des refuges ou celle des roulottes qui est destinée, dans le fond, les soupes populaires qui est destinée à l'itinérance. Je voulais pas aller là. Tu sais, moi, j'ai des ressources. Dans le fond, je voulais pas... mais être dans une théâtralité qui n'est pas la mienne parce que j'ai des ressources. Puis, donc, je disais d'emblée à tout le monde que je rencontrais que j'étais un journaliste. J'ai pas fait ça du pur gonzo. Fait que, ouais. Fait que t'avais-tu peur d'être sensationnaliste? Genre, est-ce qu'il y a des choses que t'as filmées puis qu'avec le recul, t'étais comme « Ouf, non, ça, je le montrerai pas. » Non. Tout ce que j'ai filmé, je l'ai montré. Tu sais, je pense que qu'est-ce qu'on se parlait, c'est l'espèce de fine ligne entre... tu
sais, je pense que l'itinérance, c'est un sujet qui est souvent très sensationnaliste, Ouais. mais qui parfois manque un peu de nuance. Fait que moi, j'ai essayé de jouer cette ligne-là parce que ben, si t'es pas dans le sensationnalisme, des fois, ben, les gens vont pas s'y intéresser. Mhm. Donc, j'ai essayé aussi de pas enjoliver la chose. Tu sais, la rue, c'est quand même un monde assez difficile, tu sais, c'est assez rough. Fait que je pense qu'à travers mon reportage, je voulais montrer ça, puis je voulais pas l'édulcorer, ni... je voulais que ça soit comme un peu la réalité. Celle que moi, du moins, j'ai vécue. Mhm. Ah, mais c'est ça. On dirait que moi, tu sais, la première fois que tu as parlé que tu allais faire ça au bureau, la première chose que j'ai pensé, c'est ah, moi, je pourrais jamais faire ça. Ça serait trop dangereux pour une fille. Mais, puis je me dis, ah, ben, c'est fou, il a pas peur. Tu sais, en même temps, je n'en ai pas parlé. Mais Mhm. après, quand j'ai regardé ton reportage, il y a un moment donné où tu dis que tu as peur, c'est la première fois que tu as peur. Mhm. Puis je me demandais, toi, c'était quoi ton take là-dessus? Est-ce que tu avais peur avant d'y aller ou est-ce que tu as eu peur juste la fois où tu en parles dans le reportage? Avant d'y aller, je sais pas si je pourrais dire que j'avais peur. J'étais comme une espèce de genre de douce naïveté. Je le fais. Ouais. Ouais. Puis je me suis dit, s'il arrive quelque chose, ben on improvisera. Mhm. Tu sais, on va jazzer s'il faut, mais sinon, une espèce de confiance un peu aveugle en la chose. Tu sais, c'est un peu revenir aussi à mes premières armes. Là. Je pense que ma première publication, c'était j'avais dormi dans un campement de migrants en France. Fait que je revenais un peu à des trucs que je connaissais, qui est un peu, on va dire, presque l'inconfort au quotidien. Mhm. Mais au début de mon reportage, on m'a dit, comme conseil, sois pas une menace ni une cible. Mhm. Puis je me dis, c'est quand même pas un mauvais conseil. Puis je dirais pas que j'ai eu peur, mais j'ai été inconfortable presque tout le long. Mais je dirais que sous la 40, où est-ce que là, justement, le concept même de campement est plus espacé, là, j'étais vraiment tout seul. Mhm. Puis là, je me sentais une cible facile. Mhm. Là, je dirais que j'ai eu peur. Mhm. Ouais. Mais au final, il s'est rien passé, tu sais. Mon reportage s'est déroulé sans anicroche. Donc, je me disais parfois, est-ce que cette insécurité-là, est-ce que cette peur constante du vol ou de la menace, c'est pas un biais ou c'est peut-être moi qui se l'ai moi-même comme conditionné? Ouais. Parce qu'au final, les gens, ils ont pas tous été accueillants, mais ils ont été, pour la majorité, assez sympathiques. Parlant des gens, justement, y a-t-il une rencontre qui t'a marqué en particulier? J'ai eu plein de rencontres assez marquantes, là. Ils ont tous une petite couleur singulière. Je dirais, je sais pas, je pense qu'il y a des moments comme à la toute fin, quand j'ai donné ma tente dans le fond, je l'ai comme donné en don avec un petit papier, kit de campement sans punaise. Je l'ai mis sur le bord de Notre-Dame. Puis c'est deux hommes qui habitaient une tente qui avaient vraiment un look tough. Puis eux autres, ils me faisaient peur. Ça faisait comme quatre nuits que je dormais dans ce coin-là. Puis j'avais pas un bon feeling avec eux. Puis ils ont pris ma tente. Puis quelques jours plus tard, je suis revenu. Puis je leur ai parlé. Je suis dit, ah, c'est ma tente. Puis finalement, ils ont été genre... Ils étaient vraiment heureux d'avoir un nouveau logis. Puis cette espèce de distance-là que j'ai, d'une certaine mesure, comme entretenu, assez effacé à ce moment-là, où est-ce que je suis juste allé les voir puis leur parler, puis les gars étaient vraiment cool. Tu sais. Ah, mais peut-être, dernière question qui est un peu en lien avec ça, tu sais, est-ce qu'après, on va passer une semaine dans les campements, tu penses que c'est quoi notre plus grande fausse croyance à propos des campements, tu sais, le plus grand préjugé que peut-être toi, t'avais? C'est une bonne question. Qu'il y a une grande différence entre eux et nous. Je pense que c'était peut-être inconsciemment une des stigmates que je voulais faire tomber par rapport à mon reportage, c'est que oui, les campements, c'est intimidant. Il y a des détritus, il y a la violence verbale, physique. Tu sais, c'est un environnement, comme je disais, qui est difficile. Mais au final, si on les approche, ces gens-là, puis on interagit avec eux, on a un contact qui est beaucoup plus humain que juste l'effroi de la personne qui vit dans la misère. Parce que ces gens-là vivent dans l'extrême précarité, mais ils ont encore la dignité, ils ont encore un sens de l'humour. Je pense que c'est justement ça, c'est cet écart-là qui tend à se creuser plus le phénomène prend de l'ampleur à Montréal. Puis, question niaiseuse, mais ou peut-être pas, c'était comment de rentrer chez vous après? Genre, qu'est-ce que t'as remarqué quand t'es retourné chez toi? Ça, je l'ai expliqué dans mon texte à la toute fin.
sais, je me suis pas douché, j'ai pas très bien mangé. Mais ça faisait partie de l'expérience. Je savais qu'elle allait se clôturer en cette nuit. Mais ça n'a pas été la douche, changer de linge, etc. Ça a vraiment été le silence. Ça semble presque quétaine à dire, mais quand je suis rentré chez nous, je fais « Oh! » Ça faisait longtemps que j'avais rien entendu. Parce que dans la rue, tu as tout le temps un bourdonnement. Puis tu sais, à Montréal, je disais, il y a quand même pas mal de bruit. Ouais. Puis tu réalises que les gens qui vivent en campement, ben, ils n'ont jamais ce luxe-là qui est un peu pris pour acquis comme dans la majorité de nos quotidiens. C'est clair. Fait que ça a été ça, ça a vraiment comme frappé fort. Je oh, le silence, quel bonheur. Ah, j'aurais pas pensé à ça. Ouais. C'est tout le temps qu'on avait. Mais merci, Jean, tu peux retourner Mais ça fait plaisir. sauver le monde. OK, Gab, avant qu'on se laisse, Ouais. je vais faire un truc le fun. Je veux savoir c'est quoi la dernière affaire que tu as sauvegardée dans ton téléphone, puis je vais te partager la mienne aussi. OK, ben j'ai vraiment quelque chose de puissant pour toi aujourd'hui, Flo. Comme tu le sais, le marché des courtiers immobiliers est difficile. Hein? Au Québec, les courtiers cherchent à attirer notre attention de manière... sont créatifs. Ils sont prêts à aller très loin, oui. Ils sont prêts à aller loin. Et sur Instagram, ça se passe. Et Patrick Riquier, lui, a trouvé un méchant bon hook pour moi. Patrick Riquier. Vas-y donc. Il est courtier immobilier et... je pense que je l'ai vu. Tu l'as vu, hein? OK, attention, ça repart. Je te le pars. Soit... Ah non, ça marche pas. Ah, j'ai un souci de son. Un souci technique. Par contre, je peux t'aider pour vendre ou acheter une propriété. On le réécoute. Pour sont causés 75 % du temps par le stress. Je peux rien faire pour ton péteux. Par contre, je peux t'aider pour vendre ou acheter une propriété. OK. Moi, c'est le petit drop musical à la fin. Ouais, j'ai eu un souci de son, mais il dit les hémorroïdes sont causées par le stress. Je ne peux pas rien faire pour ton péteux, mais je peux t'aider à trouver une propriété. Hey, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vendre ses services sur les réseaux sociaux? Je me demande si ça lui apporte l'attention nécessaire. Écoute, je vais aller dans la même direction un petit peu que toi. Ah oui? À l'hémorroïde? Non, pas dans l'hémorroïde. Hélas, un peu ailleurs, je vais te parler de Alexis Mascotte. Est-ce que tu l'as vu passer? Non. C'est un creator and problem solver autoproclamé de 15 ans. Je te fais 15 écouter... ans? Ouais, je te fais écouter une de ses dernières capsules, c'est bon. OK. Holy shit, we're going back to school in 10 days, but who cares because this is day 151 of becoming a billionaire at 14 years old. So today I've done 30 cold calls for my agency and I got one client meeting. Donc voilà. Ah mon Dieu, Alexis il y a des Mascotte, meetings. Oui, il y a des meetings, il fait des va-tu à cold calls, l'école? il appelle les clients. Tout Ben ça oui. avec un fort accent québécois. Oui, il arrête pas, il est très assumé dans son accent. Fait que c'est un entrepreneur qui aide des créateurs de contenu à briser le web avec leur personal brand. Et l'intelligence Peut-être qu'on devrait artificielle. l'appeler pour le podcast. Ouais. Mais c'était ça pour aujourd'hui. Merci Gab, merci Jean d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire, likez, partagez, abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micromag, Urbania c'est et allez beau. voir celui de Jean. C'était Flo et Gab, on vous retrouve la semaine prochaine. Bye!